On est quasiment sur le sommet du Mont Beuvray, à Bibracte, sur une parcelle qu'on appelle la pâture aux chevaux, plus précisément dans ce qu'on appelle pâture aux chevaux numéro 15, qui avait été dénommée comme ça par Bulliot lors de la découverte du site au XIXe siècle. Alors lui ne connaissait que les grands murs de cette zone, et nous donc on a fait une énorme fouille d'environ 4000 m² qui a permis de dégager tout un tas d'étapes antérieures à l'époque romaine, entre la guerre des Gaules et la disparition de Bibracte. Cette fouille, elle correspond à une école de fouille de notre université de Franche-Comté. Et donc c'est la 4e année de fouille sur ce terrain que l'on explore pendant 4 ou 5 semaines par été. En 2012, on s'est dit on va essayer de fouiller dans une zone qui est bien reconnue entre deux murs de Bulliot. Et puis sous les murs, on s'est aperçu qu'il y avait tout un tas de structures creusées dans le rocher qui correspondaient à des états entailleurs, en terre et en bois, qui délimitaient un très très grand bâtiment dont on ne connaissait pas d'équivalent à Bibracte. Donc c'était une vraie découverte dès la première année. Et les étapes successives ont permis de dégager un immense bâtiment dont on connaît très très peu de parallèles. Et cette grande construction, elle prend la forme d'un immense préau, un préau d'environ 40 mètres de côté, avec une cour interne ouverte, et qui est implanté sur une terrasse artificielle, puisque à Bibracte on est sur une montagne, et donc la pente naturelle du terrain a été arasée pour implanter cette grande terrasse. On a reconnu 5 étapes successives d'aménagement de cette grande terrasse, les 3 premiers en terre et bois, et puis les 2 dernières qui adoptent la maçonnerie. Donc on voit bien l'évolution finalement du bâti à Bibracte depuis la tradition celtique de la terre et bois jusqu'à l'influence méditerranéenne de la maçonnerie. Donc cette construction, elle est supportée par des grands poteaux dans les 3 premiers états, des grands poteaux en bois, on en a compté 98, qui permettent donc de tenir cette structure quadrangulaire, ce quadriportique pour utiliser un mot un peu barbare. Ces 98 poteaux sont très forts, c'est des poteaux de 40 cm de côté, qui supportent a priori un toit à 2 pans. À l'intérieur, on a une grande cour très régulière, plate, avec des petits cailloutis, qui montrent qu'il y a une grande circulation. On a 2 entrées, une entrée à l'est et puis une entrée secondaire à l'ouest. Et ces structures délimitées dès le départ, dès la guerre des Gaules en gros, se perpétueront jusqu'à l'abandon de Bibracte autour du changement d'ère. Par rapport à toutes les autres constructions qu'on a pu fouiller à Bibracte, qui sont essentiellement domestiques, des constructions, des maisons, ici on a la particularité d'avoir un plan déjà extrêmement normé, avec des espacements réguliers entre les poteaux, et d'autre part des poteaux de grand diamètre, entre 30 cm pour les plus petits et près de 70 pour les plus grands. Et ces poteaux, on sait que c'est du chêne, donc on sait déjà que c'est un investissement nécessaire, parce que le chêne, il n'y en a pas sur Bibracte, il faut le faire venir d'ailleurs. Et ces poteaux sont très très forts. Donc on peut imaginer, ça c'est les hypothèses qui sont en cours d'élaboration, que ce bâtiment-là possédait au moins un étage qui peut être desservi par des cages d'escalier, donc on a peut-être quelques traces. Donc il faut imaginer quelque chose qui n'est pas spécialement trapu, mais qui peut être aussi aéré, élevé. Et d'autre part, la volonté finalement de disposer ce bâtiment-là sur une grande terrasse, on y voit aussi la nécessité de la vision à longue distance de cette construction qui domine le reste de l'oppidum. Il faut imaginer que d'ailleurs tous ces arbres-là n'existaient pas, c'était des quartiers essentiellement d'habitat, avec des rues qui desservaient cette construction. Et donc dès l'arrivée à Bibracte, on pouvait voir cette terrasse avec cette construction. Alors la découverte de cette année, c'est que ce grand quadriportique, il repose sur un terrassement qui n'est pas laissé tel quel. Il est soutenu par une terrasse armée, c'est-à-dire de la terre qui est armée par des poutres, elles-mêmes rigidifiées par des clous. C'est la définition du Murus Gallicus. Le Murus Gallicus, ça correspond finalement à un terme qu'utilise César dans la guerre des Gaules, dans son ouvrage sur la conquête de la Gaule, à propos plus précisément du siège de Bourges, où il décrit un système de soutènement de murailles qui est formé d'un assemblage de terre, de bois et de pierre. Alors moi, mes 2 pieds là sont sur le sol de l'époque. Donc vous imaginez qu'on a fait seulement un sondage à travers des couches postérieures qui ont permis de dégager le sol et puis le parement de ce système de terrasse qui soutenait derrière l'espace sur lequel était construit le grand préau, le bâtiment quadriportique. Alors on voit ici comment sont structurés ces genres d'aménagements, puisque à l'arrière on a un talus qui est armé par des poutres dont il ne reste plus que les négatifs, l'endroit où la poutre a pourri. On en voit un autre ici devant moi. Et puis ces poutres arrivent sur le parement en pierre, débouchent dans des yeux dans lesquels ont été retrouvées des fiches en métal d'environ une vingtaine de centimètres de long qui permettent d'armer ces poutres horizontales avec d'autres poutres horizontales qui arment le parement du Murus.
Donc on voit que ces poutres horizontales qu'on appelle des longrines ont disparu. Il y a ici une trace un petit peu noirâtre qui correspond à l'effondrement de cette poutre et donc à l'écrasement du parement. Donc ce paramètre montre que les modes de construction tels que César les a décrits pour les remparts, pour l'architecture militaire, il peut se retrouver aussi dans l'architecture civile, mais ça montre finalement aussi l'ampleur finalement de l'investissement collectif et aussi de l'ingénierie qui a été nécessaire pour édifier cette construction. Alors on a relativement peu d'éléments pour essayer d'interpréter la fonction de ce bâtiment. On a l'impression que cette fonction est plus ou moins continue durant les 50 ans que ce bâtiment existe. C'est essentiellement des arguments par manque, puisqu'on a très peu de mobilier dans cette construction. Sur les sols, on va avoir seulement quelques coups de chaussures, des monnaies qui vont être piégées dans les interstices des cailloux. On n'a aucun élément domestique, style poubelle ou foyer, lieu de vie. Donc on est presque certain que c'est un bâtiment public. L'autre élément finalement qui va dans ce sens-là, c'est l'ampleur de la construction, en particulier la capacité à mobiliser pour chaque étape de construction une centaine d'arbres pour édifier ce quadriportique. Et puis le troisième élément, c'est certainement l'ampleur et la pérennité de la construction dans Bibracte. On est dans quasiment le seul endroit qui est plat dans la ville. On voit que cet endroit a été largement aménagé, délimité par des rues, donc il participe à un projet d'urbaniste. Donc ça sous-entend, ces trois éléments-là sous-entendent qu'on est face à certainement l'une des constructions publiques les plus importantes de la ville de Bibracte après la conquête. Alors l'intérêt aussi de ce chantier de fouilles, c'est d'avoir mis en évidence une étape extrêmement intéressante de l'évolution finalement des Gaules, c'est le moment où les Gaulois vont adapter les modes de construction méditerranéens à leurs besoins. On est ici devant l'un des premiers aménagements en maçonnerie, connu dans les Gaules. C'est pas le seul à Bibracte, puisque Bibracte est un endroit où on en connaît beaucoup. Et on voit très bien que les méthodes de construction qui associent la maçonnerie, la pierre et puis le grand appareil sont déjà totalement maîtrisées. L'objectif ici, c'est de soutenir la terrasse de l'espace central par un mur de soutènement qui est extrêmement fort, puisqu'il devait faire environ 1,50 m de largeur sur environ 3 mètres de haut. Et on voit que ce mur est scandé par une série de pilastres, des pilastres engagés qui servent de contrefort, mais surtout qui ont un objectif esthétique. Donc l'intérêt de ces éléments-là, qui se mettent en place vers les années 10 avant notre ère, c'est de montrer que les Gaulois, les Éduins à Bibracte, avaient aussi le goût, la nécessité, le besoin, l'envie de mettre en œuvre les modes de construction méditerranéens, ce qui prouve finalement leur acculturation assez rapide, leur volonté finalement de passer pour des vrais Romains, ce qu'ils étaient, puisque c'est les frères de Romains depuis les années 100 avant notre ère, nous apprend César et Cicéron. Donc on voit ici la réalité, on peut mettre la main sur ce phénomène de romanisation.